Et donc, merci, je m'améliore de minute en minute. Du coup, je passe cette fois-ci la parole à notre dernier panéliste et je vous jure, on va essayer cette fois-ci de faire qu'un seul tour pour pas vous mettre tous et toutes en retard. Et merci beaucoup de votre disponibilité. Vas-y, Laskin, c'est à toi. Ok. Combien de temps? 3-4 minutes. Ouais, Ok. Merci. Donc, sur la question de l'accès aux droits, j'aimerais tout d'abord préciser que pour moi, sur ce sujet, je ne pense pas aux droits positifs. Je pense également aux offres de services qui sont délivrées par les pouvoirs publics, par les administrations, mais aussi par les services proposés par les associations, etc. L'accès aux droits, lorsqu'on tombe dans la grande précarité, ça arrive quasiment du jour au lendemain, hein. Moi, je suis arrivé à Nantes en 2005. J'aime beaucoup cette ville, mais lorsque je suis passé à la rue, j'ai dû découvrir une nouvelle ville qu'on ne voit pas de la même façon. L'idée que ça me donne, c'est qu'on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde, en fait. Et là, il faut découvrir ces droits auxquels on peut accéder dans sa nouvelle situation, dans son nouveau statut administratif. Et c'est une vraie problématique, en effet. Je ne vais pas revenir sur le premier droit dont on a parlé, le droit au logement, hein. Rappeler simplement qu'il s'agit bien d'un droit, d'ailleurs un droit opposable, et que pour beaucoup, ce droit, on n'y a pas accès. Et puis, juste en un mot, sans répondre à qui que ce soit, sur la question du logement, très sincèrement, je crois qu'il faut peut-être réduire la part de réflexion comptable, d'approche comptable. On est vraiment sur une question de volonté politique et de mettre les moyens là où il faut de façon pertinente. Alors, sur l'accès aux droits, moi, j'ai réfléchi un peu de façon segmentée, même si les choses se recoupent. Donc, je vais aborder tout d'abord l'accès en termes d'espace, donc les lieux de délivrance des droits, et par rapport à ça, renvoyer à la question de la mobilité des personnes en grande précarité. Je pense que faire en sorte que les services publics et les associations aillent dans les quartiers, aillent vers les bénéficiaires, c'est très important. Il y a un écueil, par contre, auquel il faut faire attention, c'est la ghettoisation. Je pense que par rapport à la problématique de mobilité des personnes en grande précarité, il faut apporter des réponses. La ville de Nantes, et sur l'agglomération, il y a déjà la tarification sociale, hein, pour les transports en commun. Il faudrait peut-être accélérer l'obtention de ce titre, parce qu'on va y revenir. Mais c'est aussi, garantir la mobilité de ces personnes-là, c'est aussi garantir leur droit d'accès à la cité, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on est dans une certaine situation économique ou sociale qu'on a le droit de rester que dans son quartier. Il faut pouvoir rester en possession de sa ville et pouvoir se déplacer librement, reprendre possession de sa ville, parce que c'est aussi un élément identitaire. Je vais rajouter une autre dimension à cette notion d'espace. Ce n'est pas un espace géographique, c'est l'espace numérique. Lorsqu'on est à la rue, en grande difficulté, il est très difficile de garder son ordinateur, surtout quand c'est une tour, mais même en portable, c'est difficile. Maintenir son abonnement permanent avec un numéro de téléphone qui ne bouge pas, etc., c'est très difficile parce qu'il y a du vol de matériel lorsqu'on est à la rue. La solidarité entre personnes en grande difficulté, elle existe, mais elle existe aussi dans un mauvais sens, c'est la solidarité pour soi et la solidarité avec les biens des autres. Donc on se permet quelquefois de voler les biens des autres lorsqu'on est à la rue. Ça ne facilite pas les choses. Et par rapport à ça, l'accès à l'Internet, au numérique, est une vraie problématique, et éviter de renforcer la rupture numérique lorsqu'on est déjà en difficulté, sachant qu'il y a des offres de services qui ne sont mobilisables que de façon dématérialisée. Et ça se développe. Donc là, c'est une vraie difficulté. L'autre dimension que je souhaitais aborder par rapport à l'accès aux droits, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que pour la personne qui est dans cette situation, tout est urgent et tout devient très compliqué. Et lorsqu'on va voir une administration et qu'on vous entendez dire, ben, monsieur, on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est simplement
pas entendable. Parce que les délais de 2-3 mois pour déclencher un droit, ce délai-là n'est pas acceptable lorsque quelqu'un risque de perdre sa vie dans la nuit qui suit, soit de froid, soit par agression, soit, voilà, on connaît les dangers de la rue, et bon, on va pas aller plus loin, le temps est compté. Voilà sur cet aspect de temps. Je pense aussi que par rapport à l'accès aux droits, il y a une difficulté, c'est la lisibilité des offres de droits et des offres de services. On ne va pas demander, et ça a été dit tout à l'heure, hein, aux personnes, aux bénéficiaires de maîtriser l'ensemble des offres, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il appartient peut-être aussi aux acteurs, ça a été dit sous une autre forme, aux acteurs, aux professionnels de pousser les offres, d'en informer les personnes qui sont en face. Et quand je dis ça, je pense même que les professionnels devraient dépasser leur propre cadre d'intervention et avoir un regard un peu plus global sur la grande précarité et savoir orienter, lorsqu'on est face à une demande de mobilité, faire le lien avec d'autres sujets connexes et orienter la personne qui fait une demande vers d'autres dispositifs qui peuvent lui être utiles à ce moment-là. Et donc, ça renvoie aussi à la question de la formation, de l'accompagnement des professionnels. Je ne pense pas que chaque agent public ou chaque bénévole associatif puisse avoir la maîtrise de tous les sujets. Et la notion de guichet unique, si on arrive à la mettre en place, ce guichet unique, ce serait très bien. Mais voilà, il faut éviter d'alimenter le millefeuille français. Peut-être qu'une des solutions, ça passerait par la mise en réseau des acteurs. Pourquoi pas des référents, c'est une idée, hein, des référents grande précarité au sein des structures et des administrations qui accueillent ces personnes. La question après, c'est celle de l'animation, de l'outillage de ces référents, qui doivent être les ressources au sein de leur structure pour améliorer l'accueil et l'accessibilité des droits. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Si, quand même un élément par rapport à l'accès aux droits, toujours, c'est aussi que la société accepte la personne en grande précarité ou en grande difficulté, que la société accepte cette personne comme membre de la société. Parce qu'un des éléments excluants, c'est le regard de l'autre. Et le regard de l'autre exclut encore plus que les freins qu'on peut se donner à soi-même au départ. Et d'ailleurs, à ce sujet, je souhaite simplement souligner le travail qui est accompli par certains services. Je pense à l'espace Agnès Varda sur Nantes, mais pourquoi pas aussi aux 5 Ponts. Moi, j'y suis allé la première fois à reculons parce que c'est admettre qu'on est tombé très bas dans la société. Mais quand on voit l'accueil qui est réservé par les gens qui y travaillent, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils vous redonnent une dignité et ils vous accueillent dans le respect. C'est important que... Alors, ma question, ce serait, est-ce que, digne candidat à la mairie de Nantes, parfait compétiteur, est-ce que vous acceptez de vous dire aujourd'hui que la municipalité de demain, la prochaine mandature, accepte de prendre le lead sur la question de la grande précarité, d'associer tous les acteurs concernés. Je ne sais pas la ville de Nantes qui a toutes les compétences et la compétence exclusive là-dessus. Il y a beaucoup de conseils départementaux, mais aller les chercher, les fédérer, les mettre autour d'une table, faire appel aux associations qui détiennent une expérience, une expertise sur les sujets, les associer et voir comment on peut faire mieux. Ce n'est pas forcément tout le temps créer des choses nouvelles, mais comment on peut déjà optimiser l'existant. On a parlé de coordonnateur, ce n'est pas forcément l'idée, mais comment on peut s'appuyer sur les compétences et les savoirs existants pour accompagner une municipalité dans un chantier de cette nature. Merci Lasquine, merci beaucoup. Je voulais juste compléter parce que là, on a un panel des gens qui représentent voilà, les associations.
juste compléter sur quelque chose, c'est que le guichet unique est quand même quelque chose qui est revenu, et même dans les 7 grandes villes de France, c'est que c'est ultra compliqué pour quelqu'un. Alors, il a le rendez-vous à la CAF, après il a rendez-vous au CCAS, après il a rendez-vous à ça. C'est comment à un endroit unique, on a des spécialistes de la CAF, des spécialistes de je sais pas quoi, et des spécialistes de, voilà, des questions logement, comment faire sa demande de logement en ligne, comment, voilà, un guichet unique. Et je pense que ça, la ville peut mettre en place ça pour que, voilà, avec des gens formés selon les sujets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose où je veux compléter sur ce que dit Laskin, la deuxième chose, c'est que nous sommes un certain nombre d'associations à Nantes qui faisons avec les moyens du bord, avec la bonne volonté de mettre en réseau ces personnes qui ont besoin de mettre en réseau, parce qu'on connaît le tissu local associatif. Moi, je suis bénévole à titre personnel à Repère 44. Je fais à des moments un boulot de salarié. Donc voilà, donc comment aussi on est plus soutenu par les villes sur notre expertise, sur nos compétences, sur ce qu'on arrive à mettre en place, plus, donc ça veut dire des financements. Ouais, là c'est un coût, mais alors le coût, vous avez un retour sur investissement après qui va être génial parce que on accompagne les gens, on sait comment faire, on fait de la paire aidance, on fait tout ça. Mais on se sent bien isolé et c'est qu'avec notre bonne volonté, notre courage, nos nuits qu'on compte pas, nos soirées qu'on compte pas pour aider. Et ça, voilà, faut que, voilà, sur quoi vous vous engagez à ce niveau-là, au niveau de la ville. Merci. Du coup, on reprend l'ordre initial. Monsieur Huchet, je Oui, crois. Comme ça, on laissera la maire de Nantes conclure. Alors, C'est le hasard. Le hasard. Non, c'était pas une boutade, hein. C'est un constat. Tout ce que vous avez dit, c'est très important parce que pour lutter contre le non-recours au droit, donc vous permettre finalement d'avoir accès à vos droits, que ce soit, on en a parlé de la tarification scolaire, de la tarification solidaire, notamment pour la gratuité des transports, le RSA, la CAF. C'est vrai qu'une personne à la rue, très fréquemment, on lui a volé sa pièce d'identité ou elle a perdu. Et ça, sans document administratif, la majorité des démarches, elle ne peut pas se faire. Tout comme la mise à jour, par exemple, de la déclaration des impôts. Voilà, tout ça, ça ne peut pas se faire. Donc oui, il y a en effet une importance à renforcer la coordination partenariale entre l'administration, les EDS et les associations. Et oui, il y a une importance à aider les associations qui sont sur le terrain. Parce que si on veut résoudre les problèmes de la ville, et vous le savez comme moi, beaucoup parlent de sécurité, si on veut résoudre ces problèmes, on ne le fera pas aussi sans être aux côtés des associations qui sont eux-mêmes sur le terrain et qui aident à rendre finalement la ville plus vivable. Donc, moi, je trouve que c'est indispensable qu'on ait des moyens supplémentaires pour les associations. Concernant l'assistante sociale de secteur, comme la personne, souvent, elle n'a pas de logement, elle devra prendre rendez-vous avec le DS du secteur où elle a passé la nuit. Ce qui est un réel frein quand on est sans domicile fixe. De plus, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous en EDS sont parfois trop longs. En moyenne, plus d'1 mois. Ce qui est une aberration quand on est dans l'urgence sociale. Donc peut-être qu'il faut mettre fin, pour les personnes SDF, à ce critère de lieu et leur donner la possibilité de prendre rendez-vous dans n'importe quel EDS. Et évidemment, ça va nécessiter un travail avec le département. Concernant le guichet unique, merci. Merci Margot, heureusement que tu es là. Alors que je suis vraiment pas d'accord. Concernant les démarches d'accès aux soins, la CAF, la sécurité sociale, etc. Oui, il peut être possible que les travailleurs sociaux du CCAS regroupent les demandes et puissent coordonner les différentes prises de rendez-vous. Attribuer pour chaque SDF majeur une personne référente au CCAS, dans l'attente d'une référence de droit commun via un travailleur social de secteur.
concrètement, cela va aussi signifier d'augmenter le nombre de travailleurs sociaux, et nous y sommes favorables. Concernant la demande d'horaire également élargie, pourquoi ne pas élargir la demande d'horaire le samedi matin? Je pense que ça pourrait être aussi quelque chose de supplémentaire et qui puisse être utile pour les gens qui sont en situation de sans domicile fixe. Voilà quelques éléments de réponse que je voulais vous apporter. Merci beaucoup. Alors, voilà nos propositions. Donc, je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue. Non seulement le samedi matin, mais aussi en horaire décalé. Voilà. Alors, la pérédance, tu en as parlé. Enfin, il y a une collègue qui en a parlé. Voilà. Je pense qu'il faut embaucher plus de personnes justement formées en pérédance, mais pas seulement. Dans les lieux d'accueil uniques, donc dans les guichets uniques, il faut aussi la présence d'écrivains publics numériques. Les écrivains publics numériques qui vont aider les gens qui ne peuvent pas faire leur démarche, qui ne savent pas faire leur démarche, qui sont à la rue, qui sont âgés, qui sont dans la fracture numérique pour des questions matérielles, pour des questions de connaissances, à pouvoir faire leur démarche et à les faire correctement. Et ça va désengorger pas mal les services. Donc, nous travaillons sur des choses bien précises. Et je voulais préciser que le guichet unique n'est pas un comptoir administratif. C'est le premier contact avec la République. Si elle vous refuse une adresse ou refuse de vous aider ou de vous écouter, ou vous condamne à l'errance administrative, vous renvoie d'un écran à l'autre et vous demande de raconter votre vie à chaque fenêtre. C'est une question de dignité humaine qu'on vous refuse et ça freine les gens dans leur démarche et ça crée justement de l'exclusion et de la discrimination. Ce n'est pas vous qui êtes en situation de non-recours, c'est la République qui est en situation de non-accueil. Et bien souvent, les personnes à la rue sont discriminées parce qu'elles sont en situation de non-accueil. Et lorsque nous disons que le personnel qui accueille doit être formé à l'accueil spécifique des publics, ce n'est pas insulter le personnel. C'est justement avoir une exigence parce que les gens ont besoin de cette interface qui est vitale, le contact humain. On en a marre des écrans. On doit être accompagné sur les écrans. Il n'est pas possible pour quelqu'un qui est âgé, qui descend en ville pour rompre l'isolement, de se retrouver face à une machine. Il faut se retrouver face à un humain et à un humain qui comprend. Et au-delà de ça, nous nous sommes posé aussi la question des personnels qui reçoivent tout ce public, toute cette misère humaine et qui sont face aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui vivent des situations exceptionnelles. Et nous voulons aussi questionner les bonnes pratiques parce qu'en rencontrant les animateurs de rue qui sont confrontés à la violence, nous savons qu'ils voient des psychologues de temps en temps pour décharger. Eh bien, le personnel municipal aussi a besoin de décharger et ça permet de se resituer, de faire le point avec soi-même et de mieux accueillir les gens parce que quand on est en burn-out, quand nous-mêmes on n'en peut plus, eh bien, on n'a pas la patience d'écouter les autres et on a des biais qu'il faut questionner. Et le racisme en fait partie, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et le validisme en fait partie, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est ça, questionner la bonne pratique. C'est améliorer l'accueil qu'on fait aux autres. Eh bien, ça, c'est lutter contre la discrimination et contre l'exclusion. Merci, monsieur Bardot. Merci pour ces questions assez précises. Moi, on a des freins qui sont des freins à la fois de coordination. Vous avez parlé de désiloter entre les différents organismes. On a des freins malheureusement encore sur les outils. Je pense notamment aux règles de gestion des données personnelles qui ne permettent pas forcément de communiquer et d'avoir une sorte d'information partagée par l'ensemble des intervenants. Nous, en tout cas, la responsabilité, la mienne demain, au niveau de la ville de Nantes, c'est d'avoir une logique d'interlocuteur unique, mais avec un visage, que le nom ne change pas tout le temps. C'est pas seulement un guichet, mais c'est un interlocuteur unique qui puisse effectivement faire le lien avec, ça peut être la MDPH, le département, avec la CAF, etc. Ce qui permettrait aux personnes, et là je pense d'abord aux personnes sans abri, parce qu'on ne pourra pas le faire avec tous les publics du CCAS, de travailler peut-être de manière plus efficace et de mieux coordonner. La deuxième chose, je pense aussi, c'est de nous appuyer un peu plus sur la technologie,
je pense, et je ne parle pas des écrans, là, je parle en back-office, hein, quelque part, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent aller au contact des gens et soulager, notamment avec l'intelligence artificielle, une partie du traitement des administratifs, des données qui sont particulièrement lourdes. Tout le monde n'est pas fait, effectivement, ensuite pour aller face au public précaire, mais je pense que c'est quelque chose, là, il y a un dialogue à avoir, un dialogue social à avoir avec les agents du CCAS, il y a de la formation, mais sur quelque chose où eux retrouvent du sens, parce qu'on sait aussi que beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent être en difficulté, eux-mêmes on parle de burn-out ou de choses comme ça. Voilà, c'est pas forcément qu'une question d'effectifs, c'est une question aussi de méthode, c'est une question de formation, c'est une question d'outils. Je pense qu'il faut qu'on investisse dans l'outil et d'assumer le chef de fila du CCAS, au moins sur la question déjà des personnes à la rue. Déjà faisons ça et on verra si on arrive à l'élargir à d'autres publics. Les moyens sont aussi limités, mais on pourrait en faire une priorité. Merci beaucoup, Madame Metco. Oui, donc déjà, je suis un peu amusée toujours d'entendre des gens qui sont dans des partis qui étaient au pouvoir, qui ont participé à casser les services publics, à retirer des services publics partout, de l'accès aux gens, qui ont aussi coupé les budgets, qui ont fait que des associations qui étaient au contact de plein de publics différents. Voilà, aujourd'hui, disent plus d'humains, attention à la fracture numérique, etc. Attention, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut un peu de cohérence sur le temps long et sur vos engagements respectifs. Ensuite, bon, dans ce qui me concerne, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, Jennifer, il faut soutenir les associations qui s'occupent de personnes directement et qui sont souvent les meilleures expertes administratives qui existent. Je veux citer par exemple l'exemple qui est un peu en lien avec ce qu'on dit, mais qui est le WhatIsat. Le WhatIsat, c'est une initiative habitante de pouvoir se repérer dans le millefeuille administratif, de comprendre tous les dispositifs et comment est-ce qu'on peut accéder à ses droits quand on est une personne exilée à Nantes. Et ça c'était une des missions qu'aurait pu prendre la municipalité, mais c'est une association qui l'a faite. Mais la question après, c'est comment est-ce que, du coup, comment est-ce qu'on encourage cette association, comment est-ce qu'on l'aide dans la diffusion et comment est-ce qu'on aide aussi la mise à jour. Et ça peut être fait pour plein d'autres publics, notamment sur le handicap, etc. Il y a besoin d'être guidé aussi dans tout ce qui existe et dans tous les espèces d'acronymes qui font assez peur. Voilà, donc déjà, je pense que ça. Ensuite, on parle, à mon avis, aussi de citoyenneté active. Il y a l'accès aux droits, donc d'être reconnu comme une personne digne. Et je pense qu'il faut aussi aller plus loin, c'est de créer une citoyenneté communale, de reconnaître tous les habitants et habitantes de cette ville comme des citoyens communaux qui sont reliés par une charte communale qu'on pourrait écrire en commun et qui permettrait à cette citoyenneté s'adresserait à toute personne qui a plus de 15 ans, parce qu'à partir de 15 ans, on a déjà accès à un certain nombre de choses où on peut être actif dans la cité. Et c'est aussi toutes les personnes, quel que soit leur statut, leur nationalité, leur origine. Et cette citoyenneté communale, elle doit amener à aussi plus de droits, elle doit amener à aussi une forme de reconnaissance et la possibilité de participer activement dans la vie de la ville. Nous, on parle de créer un parlement des quartiers, avec dans chaque quartier une élection avec des habitants donc, qui auraient cette citoyenneté communale, donc des gens de plus de 15 ans et des personnes qui peuvent être étrangères, etc. Et qui auraient un véritable pouvoir de décision sur leur ville, soit pour proposer des projets, soit pour aussi voter l'allocation d'une partie du budget d'investissement annuel, et aussi pour avoir une forme de droit de veto sur certains projets qui ont trait au quartier et qui peuvent avoir aussi, qui peuvent chambouler la vie du quartier. J'aimerais dire qu'il faut faire en sorte que cette citoyenneté communale, on aille chercher d'abord aussi les personnes qui sont domiciliées au CCAS. Les personnes domiciliées au CCAS, je ne suis pas sûre, même je suis quasi sûre, je ne pense pas qu'il y ait de travail aujourd'hui pour que ces personnes, on leur dise « Êtes-vous bien inscrits sur les listes électorales ?» Est-ce que vous savez qu'il y a des élections bientôt? C'est des personnes qui vont chercher leur courrier au CCAS. Et donc, à qui on peut dire un certain nombre de choses? Aujourd'hui, on a dans la métropole 3500 personnes qui vivent
dans des bidonvilles. Et je dis bien bidonvilles. Ce ne sont pas des camps de Rome, par ailleurs, parce que camp, c'est militaire et que c'est temporaire. Et que là, on parle de bidonvilles où il y a des gens qui vivent depuis 15 ans, parfois, et qui ne sont pas traités comme des citoyens à part entière, alors qu'en plus, ce sont des citoyens et des citoyennes roumaines. Donc, en l'occurrence, par exemple, qui peuvent voter aux élections municipales. Je ne pense pas, même je suis quasi sûre, qu'il y a un certain nombre de freins pour que ces personnes puissent voter aujourd'hui. Et donc, la citoyenneté active, ça commence aussi par là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et avec Madame Roland. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir cité Agnès Varda et les 5 ponts, parce que je crois que pour les équipes qui bossent au quotidien, là aussi, c'est un signe tout simplement de la reconnaissance du travail qui est fait, et qu'au moment où nous avons fait le choix d'ouvrir Agnès Varda et les 5 ponts, d'autres villes, de droite bien sûr, mais aussi, je dois le reconnaître, certaines de gauche, faisaient le choix de sortir ce type d'espace d'accueil de la grande précarité et des solidarités des cœurs de ville. Nous avons fait le choix inverse. Nous avons fait Agnès Varda et les 5 ponts au cœur de Nantes parce que ça dit la vision que nous voulons. Ensuite, il y a la question, vous l'avez évoqué, de comment on accède à l'information, parce que l'accès au droit, c'est aussi ça. Donc je le dis avec l'ensemble des élus qui sont là, j'ai cité Marlène Collineau, je voudrais saluer aussi Christophe Join que j'ai aperçu dans la salle parce que cette liste c'est le rassemblement de la gauche et des colos qui bossent sur ces sujets. Est-ce qu'on a toujours été d'accord sur tout ? L'histoire a montré que non. Est-ce qu'on a su nous unir quand l'essentiel était en jeu ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de rendre cet accès au droit effectif. Je donne 2 exemples. Le guide pour les personnes étrangères, qui a été fait avec les acteurs associatifs nantais. Parce que oui, la citoyenneté, ça passe par l'information. Et le deuxième, c'est tout le travail qui a été fait de guide sur l'urgence sociale, qui est soutenu par les acteurs associatifs, parce qu'il y a besoin de cette lisibilité-là. Ça fait partie du travail engagé. Je reviens sur 3 points concrets que vous avez évoqués. Vous avez dit, dans l'accès au droit, il y a la question des mobilités. Vous avez dit, vous avez fait la tarification solidaire, c'est vrai, 60 000 personnes. Et demain, nous allons aller plus loin, nous proposons 15 000 de plus. Là aussi, c'est un choix de l'élection municipale. Je suis désolée, mais quand le candidat de droite et le candidat de l'extrême droite, les deux ensemble, veulent remettre en cause la gratuité des transports en commun le week-end, c'est pas cohérent. C'est pas sérieux avec le soutien à la mobilité, parce que bien sûr que c'est les plus précaires qui vont être pénalisés. Quand vous gagnez 8 000 balles par mois, vous dites que oui, vous pouvez prendre votre ticket. Quand vous savez que 1 euro est 1 euro, eh bien, évidemment, ça compte. Donc là aussi, la cohérence et la constance des convictions, et pas... Parce que le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à un moment donné, ça va 3 minutes. La question sur les espaces numériques. Là aussi, il y a eu un travail important de fait, je veux le dire, parce qu'il a été fait par les équipes et il reste beaucoup de boulot. Je vais prendre 2 exemples très concrets. Quand on a monté Agnès Varda, on a fait le travail avec les personnes en grande précarité. Et les équipes de pro ont été surprises d'une demande, et je le dis honnêtement, elles ne l'avaient pas anticipé, qui est que dans les casiers, les personnes nous ont dit « il faut de quoi recharger le téléphone portable ». Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Parce que oui, la citoyenneté active, nous l'avons mis en œuvre en faisant des groupes de travail avec les personnes concernées. Est-ce que tout a été parfait ? Non, bien sûr, mais s'il n'y avait pas eu ce travail, on n'aurait pas fait ça. Deuxième exemple très concret, la question de ce qui s'est appelé le coffre-fort numérique ou le portefeuille numérique. Ce travail fait avec des acteurs de la grande précarité pour mettre à l'abri les données personnelles. Vous l'avez dit, les vols, la violence, la vulnérabilité. Et ça aussi, à chaque fois, et je veux insister là-dessus, ça naît de la rencontre entre des agents du service public passionnés souvent par leur travail et des collectifs de citoyens et d'associations et d'habitants qui ont une expertise qui a besoin d'être connue et valorisée. La lisibilité de l'offre, quand au début du mandat on a lancé les assises des nouvelles solidarités, c'est une question qui est beaucoup montée. Nous on a fait un choix parce que derrière il n'y a pas de mystère, il y a aussi des moyens financiers. À la fin des assises des nouvelles solidarités, nous, on a mis 2,7 millions en plus sur la table. C'est factuel, c'est incontestable. On peut dire c'est assez, c'est pas assez, mais en tout cas, c'est un acte que nous avons posé. Je termine en disant 2 choses. D'abord, il y a vraiment cette question d'aller vers et d'aller au-delà. Je donne un exemple très concret. Les agents du CCAS, ils vont aussi bien à la maison de santé à Nantes-Nord pour présenter les droits qu'au centre commercial Beaulieu. On fait ça depuis quelques années parce qu'on va tout simplement là où sont les Nantaises et les Nantais dans les diversités. Enfin, moi, je m'engage à continuer à soutenir les acteurs associatifs. Et je le redis, plus que jamais, nous avons besoin d'être clairs pour ce sujet. Pourquoi ? Quand d'autres niveaux ont fait le choix de couper égalité homme-femme,
vie associative, économie sociale et solidaire, lutte contre les violences faites aux femmes, on ne me fera jamais croire que c'est un choix de gestion. C'est un choix politique, c'est un choix de vision de société, c'est un choix qui met en péril l'égalité républicaine, c'est un choix qui met en difficulté l'émancipation, le libre parcours de chacune et de chacun. Donc nous, on va continuer à se battre, on va continuer à résister, on va continuer à dire la même chose, qu'on soit ici en débat ou dans un hémicycle ou en soutien à un hémicycle, parce que ça, tout simplement, ce n'est pas possible. Je termine d'un mot en vous remerciant très chaleureusement, parce que la conviction qui est la nôtre à Nantes, c'est que la République doit regarder chaque enfant avec la même attention, et vraiment le mode de débat que vous proposez ce soir, le travail qui est fait tout au long de l'année, mais qui est fait aussi avec d'autres dans cette salle, je veux le dire, parce que la force de Nantes, je le redis, c'est la rencontre d'un service public clair sur ses valeurs et d'acteurs associatifs engagés. Ne lâchez rien, nous, on lâchera rien du tout. Oui, comme disait Arnaud, vous avez le droit de prendre le micro tous pour nous remercier et nous applaudir pour le super boulot qu'on a fait. Remercier le panel. Je voulais vous remercier donc d'avoir répondu à l'appel. Ce qu'on voulait montrer à travers cette grande audition, c'est que, en fait, le constat qu'on faisait aussi, c'est que, en fait, les premiers concernés, ils sont invisibilisés, hein, on appelle ça les oubliés de la République. Et en fait, on voulait vous montrer qu'ils avaient de l'expertise, qu'ils savaient de quoi ils parlaient. On s'est formé sur les prérogatives de la ville. On ne venait pas avec des sujets hors sol. Non, on n'a pas répondu voilà, on n'est pas allé taper sur l'État ou sur d'autres choses. On s'est vraiment focus sur ce qui était possible dans les villes. Et donc, en fait, moi, mon credo et pourquoi je me bats aussi, c'est qu'il n'est plus possible de faire des politiques publiques sans que les premiers concernés soient autour de la table. Mais c'est vraiment impensable. Et vous verrez qu'on a des idées. On ne coûte pas forcément cher parce qu'on est tellement bien habitué au système des brouilles qu'on a des très bonnes idées voilà. Mais surtout qu'il faut restructurer et repenser les politiques publiques, et on peut apporter une aide aussi. C'est pas parce qu'on a fait Sciences Po, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études, mais voilà, faisons de l'intelligence collective pour faire une ville meilleure. Voilà, merci beaucoup. Donc on attend un plan entier sur chaque programme de participation citoyenne d'ici le 15 mars. Merci beaucoup, surtout aux candidats et candidates. Merci d'avoir répondu 1 heure de plus que ce qu'on vous avait vendu au début. Merci, un grand merci à vous. Un immense merci à nos panélistes qui aujourd'hui ont parlé de... qui nous ont fait partager leur expertise, comme dit Jennifer de la Débrouille, mais pas que. Merci à vous, le public. Merci, vous pouvez vous auto-applaudir. J'ai appris que c'était le premier débat dans la municipale de Nantes. On m'a soufflé ça tout à l'heure. Deuxième ? Ah, tout le monde n'est pas d'accord, mais du coup, moi je garderai à l'idée que c'était le premier. Et merci d'avoir participé, c'était vraiment super. Et merci la Motiva.